J'ai le plaisir de vous présenter Agathe Subtil, qui est directeur de recherche de première classe au CNRS et responsable d'unité de biologie cellulaire d'infection bactérienne à l'Institut Pasteur. On est dans le même département d'ailleurs. De formation, Agathe est biologiste cellulaire, d'où mon lapsus tout à l'heure, parce qu'elle a été formée initialement dans le laboratoire d'Alice Dautry à l'Institut Pasteur, où elle s'est beaucoup intéressée initialement à la biochimie des membranes cellulaires et dans le contexte en particulier de l'internalisation et du recyclage du récepteur de l'interleukine 2. Ça a amené à beaucoup de choses différentes. Ces travaux et beaucoup de scientifiques qui sont passés dans ce laboratoire ont ensuite disséminé sur des sujets différents. Elle a fait ensuite un postdoc aux États-Unis. Et puis en rentrant des États-Unis, donc elle a été recrutée au CNRS pour travailler à l'Institut Pasteur. Très rapidement, elle a structuré un groupe Chlamydia, c'est de ça bien entendu dont elle va nous parler, qui est devenu, ça fait 4-5 ans je pense, une unité, donc cette unité de biologie cellulaire des infections bactériennes. Elle a fait avancer véritablement ce sujet de Chlamydia sous l'angle au fond d'abord d'effecteurs. On va parler d'effecteurs, on va entendre parler d'effecteurs qui régulent la vie intracellulaire de la bactérie, qui encore une fois est un parasite obligatoire et vont lui permettre au fond d'assurer son cycle de développement, qui va permettre aussi à l'infection de se poursuivre et de se chroniciser. Elle a beaucoup aussi travaillé sous un angle assez original par rapport au métabolisme en relation ou en environnement par rapport au mode d'action et aux résultats de l'action de ces effecteurs. Donc j'ai pensé que c'était en partie, en termes de modèle d'infection chronique, un très joli et original système à développer. Et je pensais qu'il n'y avait pas de meilleure oratrice qu'Agathe pour vous en parler. Et donc merci d'avoir accepté. Je vais commencer par remercier Philippe pour cette vraiment bienveillante introduction et puis surtout pour cette invitation à parler au sein du Collège de France dans le cadre de sa leçon sur les infections chroniques et récurrentes pour avoir l'occasion de vous parler moi, de mon objet d'étude vraiment favori qui est l'infection par chlamydia. Alors je vais avoir une présentation vraiment simple en deux parties. La première partie est assez générale et va surtout illustrer certains des concepts qui ont été énoncés par Philippe dans le cas particulier de chlamydia. Et donc j'appellerais ça la stratégie de chlamydia, même si je n'aime pas ce mot de stratégie, c'est vraiment le résultat d'une coévolution, vous allez le comprendre, ou comment concilier la nécessité de se proliférer, mais aussi d'être discret dans la cellule. Et puis en seconde partie, je vais vous présenter plus des travaux actuels de mon laboratoire, qui sont vraiment ancrés sur essayer de comprendre comment cette bactérie arrive à se développer, parce que vous allez comprendre que la chronicité pour chlamydia, c'est arriver à se développer au sein d'une cellule. Et on est en train d'essayer de l'illustrer par comprendre comment la bactérie prend le contrôle du métabolisme du glucose et de ses dérivés au sein de la cellule hôte. Alors, je vais juste commencer par une brève introduction un peu historique du sujet. On ne sait pas depuis combien de temps. Alors, avant de connaître Chlamydia trachomatis, bien sûr, on a connu la pathologie, enfin les manifestations pathologiques de l'infection, et en particulier une des manifestations qui est le trachome, donc qui est une cécité due à l'infection au niveau de la conjonctive de l'œil. Et ça, cette infection, elle a peut-être accompagné l'humanité depuis ses origines. En tout cas, il y a des traces de sa présence déjà très ancienne en Mésopotamie, en Égypte. Pour ce qui est de la recherche, c'est plus clair de savoir quand est-ce qu'on peut dater le début de la recherche sur chlamydia, avec la première identification et description de cellules infectées par Chlamydia trachomatis qui a été faite sur l'île de Java au début du XXe siècle par un chercheur allemand, Ludwig Haberstetter, et un pathologue de Tchèque, Stanislaus von Provazek, qui donc ont décrit pour la première fois ces cellules infectées par chlamydia. Ici, j'aime bien cette représentation qui a été faite à la main, un dessin fait à la main de cellules affectées par chlamydia, faite par l'Institut Pasteur d'Alger quelques années plus tard. Alors, ça, c'est le début de la recherche sur chlamydia. Ceci dit, cette début de recherche, elle est assez dans le brouillard. Et pendant très longtemps, les chercheurs n'ont pas su vraiment ce qu'ils avaient sous les yeux. Et on va comprendre un peu plus tard pourquoi. C'est seulement au milieu des années 60, donc assez tardivement, qu'il était vraiment bien établi que l'infection par chlamydia, c'était une infection par une bactérie et non pas par un virus. Pendant longtemps, les gens ont hésité entre les deux possibilités. Et donc ça, c'est ce que j'appellerais la première génération de personnes travaillant sur chlamydia.
La deuxième génération, eh bien, elle a suivi, là c'était bien établi qu'on travaillait avec une bactérie, et c'est une génération qui a vraiment mis en place et bien décrit tous les processus généraux qui se passent lors d'une infection par chlamydia, en particulier, on va le voir, le cycle de développement très particulier de cette bactérie. Et puis, une nouvelle date vraiment importante dans le domaine, c'est vraiment la fin du XXe siècle, où Chlamydia trachomatis a vu son génome séquencé pour la première fois. Alors maintenant, ça paraît complètement banal, mais à l'époque, c'était encore un exploit. Et là, pour une fois, le domaine de Chlamydia a été favorisé par rapport à d'autres bactéries plus faciles à manipuler, parce que Chlamydia a un tout petit génome, comme Philippe a pu l'évoquer, et donc c'était un des premiers micro-organismes qui a pu être séquencé. Et alors pour les chercheurs, ça change complètement la donne, parce que soudain, ils ont une carte, une liste des gènes et des fonctions que cette bactérie a dans son portfolio. Et puis, dernière révolution en date pour nous, et j'aime dire à mes étudiants qu'ils ont de la chance qu'eux, ils commencent à travailler avec la 4G. La 4G, elle est arrivée en 2011 avec les premiers outils génétiques mis à notre disposition pour manipuler cette bactérie. Et c'est seulement depuis cette date-là qu'on commence à pouvoir créer des mutants chez Chlamydia et tester de façon directe des hypothèses quant à la fonction de tel ou tel gène. Alors, c'est encore assez balbutiant, donc le domaine est un peu en retard par rapport à d'autres bactéries de ce côté-là. Voilà, alors sinon, où on se situe dans le monde du vivant? Alors, on va parler donc d'une bactérie qui est une bactérie à gram négatif, mais qui a un phylum à lui tout seul, le phylum des chlamydiés, et qui a vraiment émergé de façon assez ancienne au cours de l'évolution. Donc, un phylum avec plusieurs familles, au nom plus ou moins prononçable, mais ce que toutes ces bactéries ont en commun, c'est... J'essaie d'avoir ma petite flèche, non. Alors, elles ont toutes... ce sont toutes des bactéries intracellulaires obligatoires. Et là, les images représentent les différents hôtes que ces bactéries, ces différentes espèces de bactéries vont pouvoir infecter. Donc ça va d'organismes très simples, de protistes, des amibes, des insectes, des poissons, des oiseaux, etc., jusqu'aux mammifères. Et toutes, alors on dispose du génome entier maintenant de plusieurs d'entre elles, et on sait, grâce à ces génomes, qu'en fait, l'ancêtre commun des différentes chlamydiées qui affectent donc différents hôtes, était déjà un intracellulaire obligatoire, ce qui signifie, et on peut dater cet ancêtre commun à au moins plus d'1 milliard d'années. Donc ça veut dire en conséquence que toutes ces bactéries, elles ont coévolué dans un système de cellules eucaryotes sur une très très longue période au moins 1 milliard d'années. Et ça va vraiment être un cadre très important pour essayer de comprendre la biologie de cette bactérie. Alors, une des conséquences, et Philippe a évoqué ça, une conséquence possible de ce long terme de symbiose, coévolution avec un hôte, c'est la perte de gènes. On peut estimer que l'ancêtre commun de ces différentes espèces de chlamydia peut-être avait environ 3000 gènes, encore c'est une estimation. Il se trouve que maintenant, dans les espèces actuelles qui infectent plutôt les amibes, les organismes simples, on tourne autour de 2500 gènes. Et puis, dans les espèces qui se sont vraiment spécialisé pour un hôte, et c'est le cas en particulier de Chlamydia trachomatis, qu'on va voir qui s'est spécialisé pour l'infection de l'hôte humain, on tourne à 900 gènes seulement, 900, 1200 gènes pour certains. Donc c'est une perte considérable de gènes au cours de cette longue histoire de coévolution. Alors le corollaire de ça, c'est que ces bactéries dépendent complètement maintenant de leur hôte pour de nombreuses fonctions métaboliques. Elles ont perdu, par exemple, pour Chlamydia trachomatis, elles sont complètement incapables de synthétiser leurs nucléotides, certains de leurs acides aminés, certains de leurs lipides. Alors, brièvement, on va voir quelques aspects de l'infection, aspects médicaux de l'infection par Chlamydia trachomatis. Donc, c'est une bactérie, donc je vous ai dit, qui est strictement associée à l'espèce humaine. Elle n'affecte pas d'autres espèces animales, ce qui est un peu un problème d'ailleurs, parce qu'on ne dispose pas de bons modèles animaux pour l'infection par cette bactérie. Alors, elle est capable d'infecter 2 sites différents chez l'homme, et du coup est à l'origine de 2 types de pathologies. Elle peut infecter la conjonctive de l'œil et évoluer en trachome, dont je vous ai déjà parlé, qui est en fait une conséquence un peu mécanique de l'infection, c'est-à-dire qu'au cours du temps, il va y avoir une inversion du recouvrement des cils qui vont gratter la cornée, et c'est ça qui mécaniquement va pouvoir rendre les gens aveugles s'ils ne sont pas traités à temps. Et ça reste la première cause de cécité acquise dans le monde, alors encore endémique dans des pays où en fait l'hygiène est insuffisante et les gens sont infectés et réinfectés continuellement jusqu'à, s'il n'y a pas de traitement antibiotique, le développement de ce trachome.
Alors, sans limite de frontières, Chlamydia trachomatis est aussi la première cause de maladies sexuellement transmissibles d'origine bactérienne. Et donc, elles affectent surtout la population jeune sexuellement active, donc entre 15 et 25 ans. Et une grande caractéristique de cette infection, c'est que le plus souvent, c'est une infection qui va être asymptomatique. Du coup, on est complètement dans le cadre de cette chronicité où l'infection va pouvoir rester longtemps dans l'individu sans être traitée. Chez certains individus, elle peut donner lieu à des inflammations importantes, douloureuses, et des manifestations pathologiques qui vont être chez la femme des maladies inflammatoires pelviennes, une obstruction des trompes due à la cicatrisation en réponse au processus inflammatoire qui peut mener jusqu'à la stérilité ou à des grossesses extra-utérines. Alors, à l'inverse de ce qu'on a pu entendre dans les cas de différentes bactéries que Philippe a évoquées, par contre, le traitement antibiotique est efficace contre chlamydia. C'est-à-dire que normalement, si le traitement est suivi, et sont les traitements azithromycine ou doxycycline, les bactéries sont éliminées de l'individu. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de cas de source de résistance identifiée jusqu'à présent acquise contre ces antibiotiques. Mais le problème essentiel, c'est que comme les infections sont souvent asymptomatiques, les gens ne vont pas chercher un traitement et donc vont pouvoir disséminer l'infection. La seconde chose qui est très claire, c'est que l'immunité naturelle est peu efficace. Donc il va y avoir peut-être une immunité un peu qui se met en place de courte durée, mais très clairement, un même individu peut se faire réinfecter plusieurs fois au cours de sa vie. Et en fait, là, c'est souvent un petit peu difficile de savoir si on va parler de chronicité dans le sens où une bactérie arrive à rester longtemps dans l'organisme, ou c'est parce qu'on a des réinfections continuelles avec, par exemple, si le partenaire ne s'est pas fait traiter, on en a été traité, mais un partenaire ne s'est pas fait traiter, l'infection peut recommencer quelques mois plus tard, etc. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'il y a de la recherche pour essayer d'obtenir un vaccin, mais il n'y a pas de vaccin à l'heure actuelle contre chlamydia. Alors, juste pour boucler le paysage sur chlamydia, j'ai aussi noté une diapositive sur d'autres espèces de chlamydia qui sont pertinentes en santé humaine, essentiellement Chlamydia pneumoniae, qui, elle, est responsable d'infections du système respiratoire. Alors, à l'inverse de Chlamydia trachomatis, qui est strictement restreint à l'homme, Chlamydia pneumoniae affecte un grand nombre d'animaux, en particulier les koalas en Australie. C'est un vrai problème en Australie actuellement. C'est une bactérie à la prévalence élevée, c'est-à-dire que plus de la moitié de la population adulte présente des anticorps contre Chlamydia pneumoniae, donc a rencontré à un moment de sa vie une infection par Chlamydia pneumoniae sans forcément avoir développé une pneumopathie importante. Et puis de façon beaucoup plus anecdotique, Chlamydia psittaci peut aussi être pertinent en santé humaine. Alors Chlamydia psittaci est surtout spécialisé dans la colonisation des oiseaux et est très très répandu dans la population aviaire, mais éventuellement pour du personnel qui travaille sur l'industrie aviaire ou des individus qui ont des perroquets, des perruches à la maison et qui les surveillent d'un peu trop près, il peut y avoir occasionnellement une contamination de l'homme. Et il semble que Hergé était conscient de cette possibilité, puisque vous voyez que Tintin était très inquiet que Milou se fasse mordre, en se faisant mordre par ce perroquet, contracte la psittacose. Et effectivement, au XXe siècle, il y avait eu quelques épidémies comme ça de psittacose, quand il avait été venu à la mode d'importer des oiseaux du Nouveau Monde. Voilà, alors assez parlé de chlamydia en théorie, il est temps que je vous montre à quoi elle ressemble. Ça, c'est une image prise au laboratoire. On voit donc plusieurs cellules. On marque l'ADN des cellules, donc chaque tache bleue, c'est un noyau cellulaire, donc vous devinez un petit peu les contours de la cellule, on la voit bien sur celle-ci. Et puis les bactéries, c'est les petits points vert-jaune que vous voyez sur cette image. Alors, ce dont on ne se rend pas forcément compte exactement, c'est que ces bactéries ne sont pas libres dans le cytoplasme. En fait, on le voit un petit peu dans cette image-là, elles sont dans une poche délimitée par une membrane, et on le voit mieux ici, où pour cette image, on a utilisé un anticorps dirigé contre une protéine de la membrane qui entoure les bactéries. Donc vous voyez très bien que ces bactéries, qui sont marquées en vert ici, sont restreintes dans un compartiment membranaire. Alors, une caractéristique de toutes les chlamydiées, que ce soit celles qui infectent les amibes ou celles qui infectent les mammifères, je vous dis que qu'elles étaient strictement intracellulaires. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles partagent un cycle de développement qui est unique aux chlamydiées, qu'on appelle biphasique, parce que vous allez comprendre pourquoi. Il vraiment se passe en deux phases, et donc je vais vous emmener à travers ce cycle de développement. Alors, il commence par l'attachement de la bactérie
à la surface d'une cellule. Et ce que j'ai oublié de vous dire jusqu'à présent, c'est que pour Chlamydia trachomatis, on va parler ici de cellules épithéliales. Alors, je vous ai dit de la conjonctive de l'œil ou du tractus génital quand on parle des infections sexuellement transmissibles. Donc, attachement, et très rapidement après l'attachement, internalisation de cette bactérie dans une petite vésicule délimitée par une membrane. Et puis, rapidement après cette première étape, quelques heures après, si on fait une observation au microscope, on voit que la forme de la bactérie a changé, elle est devenue plus grosse. Alors, cette forme, la petite, on l'appelle le corps élémentaire, et la forme plus grosse, on l'appelle le corps réticulé. Et c'est ce corps réticulé qui est capable de se diviser par division binaire plusieurs fois, toujours au sein de ce compartiment délimité par une membrane. Et ça, jusqu'à ce que le compartiment puisse renfermer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de bactéries. Et puis, à un moment donné, on commence à voir l'apparition de formes de nouveaux corps élémentaires au sein de l'inclusion. Alors, on appelle ça une vacuole ou une inclusion. J'utiliserai un terme ou l'autre. Donc, conversion vers la forme élémentaire et ensuite relargage dans le milieu extracellulaire. Et là, ces formes élémentaires peuvent réinitier un cycle de développement. Et ce cycle un peu particulier peut vous permettre de comprendre pourquoi, pendant longtemps, il y a eu une confusion entre la possibilité que la bactérie, Chlamydia soit une bactérie ou un virus, parce que pendant toute cette phase de multiplication intracellulaire de corps réticulés, ces corps réticulés, eux, ne sont pas infectieux. Donc, si jamais on essaie de prélever des extraits cellulaires à ce niveau-là, on se retrouve avec des particules qui ne sont pas infectieuses. C'est un peu comme ce qu'on a pu appeler la phase de latence dans une infection virale. Et c'est seulement à partir de cette étape-là qu'on retrouve des particules infectieuses. Et puis la deuxième source de confusion, c'est que le corps élémentaire, qu'on voit ici en microscopie électronique, étant très précoce d'infection, il est tout petit. Il fait entre 0,2 et 0,5 micromètres de diamètre. Et ça, c'est une taille qui passait à travers les filtres à 0,4 microns qui étaient utilisés pour différencier virus et bactéries. Donc, encore un élément qui a pu fourvoyer les chercheurs. Donc, le corps élémentaire, petite taille, infectieux, et c'est vraiment son job, c'est de rentrer dans les cellules. Par contre, non réplicatif, incapable de se diviser en extracellulaire, et puis un métabolisme assez réduit. En revanche, le corps réticulé, lui, a une taille beaucoup plus classique pour une bactérie à gram négatif, non infectieux, et donc ça c'est très important parce que ça veut dire que si jamais on tue la cellule, par exemple, à ce stade-là, c'est fini pour la bactérie. Réplicatif, et puis un métabolisme beaucoup plus classique pour une bactérie. Alors, les choses ne sont pas synchrones, et à un moment donné, on se retrouve dans une inclusion mature vers 30 heures post-infection, avec un mélange dans la même inclusion de formes réticulées qui se divisent, et puis de bactéries qui sont déjà converties à la forme infectieuse corps élémentaire. On a même des bactéries qui sont très contentes d'être où elles sont. Alors, bien sûr, vous comprendrez que cette stratégie, elle est vraiment à la base de la possibilité pour Chlamydia d'établir une relation de long terme avec son hôte, puisque être en intracellulaire, ça va être échapper à une grande partie des défenses du système immunitaire qui patrouille à l'extérieur. Et la seule forme qui est exposée, c'est la forme corps élémentaire qui probablement il y a sans doute pas mal de pertes, et puis en général ne reste pas très longtemps à l'extérieur et va rapidement réaffecter une autre cellule. Non seulement intracellulaire, mais aussi intravacuolaire, donc à l'intérieur d'une vacuole. Et là, ça va permettre d'échapper à tous ces défenses cytosoliques que Philippe a mentionnées, les récepteurs NOD et des choses comme ça, qui vont être de l'autre côté de la membrane. Une autre chose importante, c'est que là aussi, c'est un exemple que Philippe aurait pu mentionner de niche où il n'y a pas d'autres personnes avec lesquelles être en compétition. Donc là, Chlamydia a vraiment trouvé son microcosme où se développer seul. Et puis, on peut aussi penser que ce compartiment est aussi un lieu où la bactérie va pouvoir s'adapter à l'environnement et adapter son cycle de développement en fonction de l'environnement. Et donc ça, c'est une notion qui rentre bien dans le cadre de la leçon de Philippe, même si on doit avouer, dans le cas de Chlamydia, on n'est pas très sûr de savoir si ça se passe. Alors, je vais être un peu plus clair. In vitro, donc dans les cellules en culture, on connaît des façons de sortir de ce cycle que je vous ai décrit, le cycle normal, aigu, et de faire apparaître des bactéries de taille accrue, incapables de se diviser, qui ont l'air un peu quiescentes. Et donc ça,
de voir ça in vitro, on se dit, ça, effectivement, ça peut être une arme pour persister dans l'organisme. À l'heure actuelle, toute la question de savoir est-ce que cette observation faite in vitro, elle est pertinente dans les situations physiologiques, et dans la mesure où on n'a pas de bon modèle animal pour tester cette hypothèse, c'est assez compliqué. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les stimuli qu'on utilise in vitro pour obtenir ce stade-là, ce sont la privation en fer, un traitement par l'interféron gamma qui en fait revient à faire une privation en tryptophane, ou des systèmes de co-infection avec des virus. Et tout ça, c'est des situations dont on sait que physiologiquement, la bactérie peut les rencontrer. Donc on est quand même très porté à croire que ce type de situation va pouvoir être rencontré par la bactérie. Et donc les chlamydia ont aussi une entrée dans un mode qu'on appelait de persistance, même si ça ne rentre pas forcément dans tous les critères que Philippe vous a donnés pour la persistance. Finalement, une chose qui est claire, c'est que pour la bactérie, sa possibilité de rentrer dans une relation de long terme avec son hôte repose complètement sur sa capacité à communiquer avec cet hôte. Elle a besoin de manipuler l'hôte, elle a besoin de comprendre dans un sens ou dans l'autre quelle est la situation de l'autre. Et alors dans le cas de chlamydia, il est clair qu'il y a plusieurs systèmes de communication avec l'hôte, mais il y en a un qui est primordial par rapport aux autres. C'est un appareil de sécrétion qui s'appelle l'appareil de sécrétion de type 3, qui est commun à plusieurs bactéries pathogènes, et probablement Philippe a dû en parler, puisque son laboratoire travaille beaucoup sur Shigella, qui a aussi un appareil de sécrétion de type 3. Alors, qui a été visualisé par le labo de Richard Hayward récemment en cryo-électromicroscopie. Alors, donc, c'est les images de sa publication. Probablement, c'est difficile pour vous de voir, mais voilà, ce qu'on voit bien sur cette image, c'est une forme corps élémentaire en interaction avec une cellule, ça c'est la membrane de la cellule. Et puis quand on zoome sur cette partie, on peut deviner des éléments qui relient les deux cellules. Et en fait, avec ces techniques, ce qu'on fait, c'est qu'on prend beaucoup d'images comme ça qui sont très très floues, et on fait des moyennages sur plusieurs images, et on arrive à avoir des structures qui commencent à faire un sens, qu'on peut redessiner comme ça en couleur pour que ça ait encore plus de sens, ou qu'on peut dessiner sous forme de cartoons, et là ça devient beaucoup plus clair, mais en tout cas, qui sont en fait, on le connaît par d'autres approches, qui sont des structures macromoléculaires qui font intervenir plus de 20 protéines, qui vont être un appareil qui va traverser la membrane interne de la bactérie et sa membrane externe, et puis qui peut être assimilé à une sorte de seringue, parce qu'elle va ensuite s'étendre à l'extérieur et traverser une membrane de la cellule hôte. Et ça, ce type de seringue va permettre de faire sécréter des protéines qui, au départ, sont à l'intérieur de la bactérie, à travers ce tuyau, pour les mettre à l'intérieur de la cellule hôte. Et donc, c'est ces protéines sécrétées qu'on appelle des effecteurs. Et donc, quand moi j'ai commencé à travailler dans le cadre de chlamydia, le génome de chlamydia venait juste d'être séquencé, et donc c'était le moment qui était vraiment propice pour essayer de comprendre, si on voulait, je pense, ouvrir la boîte noire de la chronicité de chlamydia. Une des angles d'approche était d'essayer d'identifier ces effecteurs et comprendre quelles étaient leurs fonctions, parce que c'était vraiment les meilleurs candidats pour être à l'interface entre les deux partenaires et expliquer cette relation entre la bactérie et son hôte. Donc, un des premiers travaux de mon équipe a été d'identifier de tels effecteurs. Donc, c'est quelque chose qu'on a mené au départ sur Chlamydia pneumoniae, mais on a fait ça aussi sur Chlamydia trachomatis. Et on a screené un certain nombre de protéines de fonction inconnues. Donc, on a le génome, on a certaines gènes pour lesquelles on dit ça ressemble à quelque chose qui est connu sur d'autres bactéries, on met une fonction dessus. Et puis, il y a presque un tiers des gènes, voire presque 40%, pour lesquels ça ressemble à rien, on ne sait pas ce que c'est. Alors, c'était nos candidats favoris pour être des protéines effectrices, et on a testé de savoir si, en séquence N-terminale de ces protéines, il y avait un signal de sécrétion de type 3, puisque ces signaux de sécrétion, on ne sait pas très bien comment ils marchent, mais au moins une chose est claire, c'est qu'ils sont suffisamment bien conservés pour qu'entre différentes espèces bactériennes, une bactérie A puisse reconnaître et sécréter un effecteur d'une bactérie B. Donc, par cette approche, on a identifié comme ça plusieurs protéines qui étaient candidates à des effecteurs de Chlamydia pneumoniae, et on a pu estimer que presque 10% du protéome étaient dédiés à coder des protéines qui seront sécrétées par la bactérie. Ce qui est considérable, sachant qu'elles ont déjà un génome très petit. Mais vous allez voir qu'en sécrétant, elles reçoivent beaucoup en retour. Alors, on pense que ces effecteurs, ils ont trois fonctions principales. La première fonction, ce serait d'établir des échanges avec la cellule hôte, et en particulier permettre la croissance de cette inclusion dans laquelle les bactéries sont contraintes. Déjouer les défenses de l'hôte, et ça a été largement discuté par Philippe, et c'est quelque chose qu'effectivement Chlamydia devrait toujours mettre en place.
et puis contrôler l'apport métabolique. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu sur ces 3 points. Le premier, établir des échanges avec la cellule hôte. Ça a été très clair lorsqu'on a identifié dans le génome de chlamydia une cinquantaine, alors dans celui de chlamydia trachomatis, une cinquantaine de protéines dont on a montré qu'elles utilisaient ce système de sécrétion de type 3 pour s'insérer dans la membrane de l'inclusion, faisant face à l'extérieur. Donc ces protéines, elles ont été appelées INC pour Inclusion Protein, et puis donc il y a INC A, B, C, et ça continue. Et l'image que je vous ai montrée en introduction, où on voit les bactéries dans une vacuole, en fait, c'était obtenu avec un anticorps dirigé contre la protéine INC A. Vous voyez bien que ça délimite vraiment le sac qui entoure les bactéries. Et alors ces protéines, elles sont absolument fascinantes. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais vous épargner ça. Simplement, en général, elles ressemblent à rien, et donc ça ne nous aide pas évidemment pour comprendre leur fonction. Parfois, elles expriment des petits motifs, on peut reconnaître un motif eucaryote, et là, ça peut nous orienter. Sur les 50, on connaît la fonction peut-être d'une poignée, 5-6 pour le moment, ce n'est pas beaucoup. Et dans ces cas-là, pour le moment, les fonctions qui ont été trouvées, c'est de positionner par exemple l'inclusion au sein de la cellule affectée, au niveau du centre organisateur des microtubules, où là, l'inclusion va être en contact avec beaucoup d'éléments qui l'intéressent. On sait aussi que certaines de ces protéines, en particulier INC-A, on a montré, est engagée dans le contrôle des compartiments intracellulaires avec lesquels l'inclusion va pouvoir échanger, pour permettre de fusionner avec certains compartiments ou au contraire éviter des fusions avec d'autres compartiments. On soupçonne que certaines d'entre elles puissent jouer des rôles de transporteurs, mais on n'a pas d'évidence pour ça. Et puis la liste est longue et notre imagination est grande aussi pour essayer de trouver des fonctions à ces protéines. Pour ce qui est de déjouer les défenses de l'hôte, là aussi ça pourrait être un cours entier. Je vais juste avoir cette diapositive. C'est une lutte constante entre, bien sûr, les défenses que les cellules eucaryotes ont mis au point au cours de l'évolution contre les envahisseurs et puis cette bactérie. Donc, chlamydia, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a plutôt bien fonctionné pour déjouer ces défenses. La sécrétion de type 3, on sait qu'elle fonctionne dès l'étape d'entrée. En fait, dès le contact de la bactérie avec la membrane plasmique, ça déclenche la sécrétion des premiers effecteurs qui avait été synthétisée à la fin du cycle précédent. Donc cette petite bactérie, elle est toute prête à sécréter des protéines qui vont... Pour la première chose à faire, c'est de faire rentrer la bactérie. Donc certains de ces effecteurs vont remodeler le cytosquelette pour permettre de faire rentrer la bactérie. Et puis il y en a qui aussi, très rapidement, empêchent la fusion avec ces compartiments tardifs d'endocytose, les lysosomes, dont Philippe vous a parlé, pour empêcher que ce compartiment fusionne avec les lysosomes et soit dégradé par les hydrolases ou les conditions acides. Et puis, non seulement c'est en place en entrée, mais aussi pendant tout le cycle de développement, les bactéries qui sont adjacentes avec la membrane d'inclusion vont sécréter des protéines alors, dans la membrane d'inclusion, c'est les fameuses protéines INC dont je vous ai parlé, mais aussi des effecteurs qui vont être dans le cytoplasme et qui vont avoir différentes fonctions. Une des fonctions va être d'inhiber l'autophagie. L'autophagie, c'est un système très ancien de défense des cellules eucaryotes contre les envahisseurs qui permettent de manger de l'intérieur une partie d'un compartiment ou une bactérie. Inhiber l'apoptose, et ça c'est vraiment aussi un mécanisme de défense très ancien mis en place par une cellule, puisque tant qu'à être envahi, autant mourir pour empêcher les bactéries de proliférer plutôt que survivre. Donc ça, normalement, la cellule devrait rentrer en apoptose vu la charge bactérienne qu'elle a, mais Chlamydia a mis au point plusieurs mécanismes redondants pour être sûr que la cellule va survivre jusqu'à ce qu'elle ait le temps de compléter au moins son cycle et de revenir aux formes corps élémentaires. Et puis, il y a aussi des stimuli qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas encore très bien, pour empêcher une inflammation trop précoce et une alerte immunologique trop précoce au niveau de la cellule épithéliale infectée. Voilà. Et puis alors, le dernier point, et que je vais expliciter plus avec les exemples qui viennent de notre laboratoire récemment, c'est de contrôler l'apport métabolique de la cellule hôte. Parce que vous comprenez bien que c'est sympa d'être dans une vacuole, on est plutôt à l'abri, etc. Ça présente pas mal d'avantages, mais ça pose aussi quand même des défis importants. C'est qu'il faut s'assurer, en particulier pour Chlamydia qui a perdu autant de gènes, s'assurer que la cellule hôte va pouvoir fournir le glucose, les acides aminés, les nucléotides, etc., dont la bactérie a besoin. En plus, non seulement il faut que la cellule hôte assure, mais qu'il faut assurer aussi des mécanismes de transport
pour que ces éléments puissent pénétrer à l'intérieur du compartiment, parce que ces éléments que j'ai cités, c'est des molécules qui ne vont pas traverser les membranes de façon passive. Donc il faut aussi éventuellement mettre au point des systèmes de transport pour ces éléments ou pour ces éléments qui auront été modifiés. Donc une des questions qui nous intéresse particulièrement dans le laboratoire maintenant, c'est essayer de comprendre comment les bactéries arrivent à contrôler leur accès à ces métabolites. Donc là, je vais passer à la partie un peu plus séminaire sur les recherches actuelles de mon laboratoire. Vous allez voir que tout d'un coup, on va passer à l'anglais. J'espère que ça ne posera pas de problème. Et je vais vous parler du travail récent de 2 étudiants, 2 doctorants qui sont succédés dans le laboratoire, qui sont Léna Guéreux et Bedo Maffei. Alors, le travail de Léna, il a commencé sur une observation vraiment ancienne, puisque vous voyez que cette observation, elle date de 1965, qui consistait à observer que les cellules infectées par Chlamydia trachomatis portent une coloration très sombre lorsqu'on fait un marquage à l'iode. Et ça, en fait, c'est un truc qui a été utilisé en diagnostic pendant certaines années pour confirmer qu'une infection était bien par Chlamydia trachomatis. Alors, ce marquage à l'iode, il révèle la présence de polysaccharides et en particulier de glycogène dans les inclusions. Donc le glycogène, c'est un polymère de résidus de glucose qui sont linéaires sur le quatrième carbone et puis qui sont branchés sur le 6e carbone. D'accord ? Et c'est un polymère qui est très, très répandu dans le monde animal. Alors, à ce niveau-là, on ne voit pas très bien comment ça se passe. Une autre coloration qu'on peut utiliser, c'est un réactif qui va en fait colorer en rose cette fois-ci le polymère. Et donc ici, vous voyez des cellules non infectées. Ces petites boules rouges sont les polymères de glycogène dans les cellules normales non infectées. Et puis on voit qu'au bout de 2 jours d'infection, la majorité du colorant se fixe là où il y a les bactéries, donc ce sont les inclusions. Et puis on voit aussi qu'il n'y a plus du tout de petites boules rouges dans la cellule infectée. On a l'impression que ce qui s'est passé, c'est que tout le glycogène a été capturé au sein de l'inclusion et a disparu complètement du reste du cytoplasme de la cellule. Alors à ce niveau-là, on ne voit pas très bien où est le glycogène. En fait, ça fait une grosse masse. On a fait de la microscopie électronique pour mieux comprendre où était le glycogène. Et avec une technique un peu particulière, le glycogène est marqué par ces formes de boules très noires sur ces images. Donc on voit que le glycogène est surtout dans ce qu'on appelle la lumière de la vacuole, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre les bactéries au sein de ce compartiment. Et puis on en voit aussi un peu à l'intérieur des bactéries. Mais quand on en voit dans les bactéries, un zoom de cette partie-là, c'est toujours à partir dans les corps élémentaires, donc elementary body en anglais, les corps élémentaires, et jamais dans les bactéries plus grosses que sont les corps réticulés. Alors, je vous épargne différentes expériences que Léna a menées pour montrer qu'en fait, cette accumulation de glycogène dans l'inclusion, elle résultait d'un double processus. D'une part, on avait un apport du glycogène déjà formé dans l'hôte par invégénation de la membrane de l'inclusion, et le glycogène se retrouve à l'intérieur, et puis ensuite cette membrane disparaît. Mais surtout, de façon plus importante en termes quantitatifs, on a un apport de résidus de glucose qui vont être pris en charge à l'intérieur de l'inclusion par des enzymes de synthèse du glycogène de la bactérie, qui sont la glycogène synthase GLGA et puis l'enzyme de branchement GLGB, qui vont de novo synthétiser du glycogène à l'intérieur de la lumière de ce compartiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était très inattendu, parce que c'était la première fois qu'on montrait qu'il y avait sécrétion ainsi d'enzymes qui sont des enzymes très communes, des enzymes qu'on pourrait appeler de ménage des bactéries, parce que donc ces enzymes, elles existent dans plein de bactéries, mais chez Chlamydia, elles ont acquis en plus un signal de sécrétion de type 3 qui leur permet d'être sécrétées dans la lumière de l'inclusion et de fonctionner à cette étape-là. Alors cette observation, elle posait une question intéressante, c'est qu'on s'est posé la question de savoir quel était le substrat de GLGA. Parce qu'il y a une grosse différence entre les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes pour ce qui est de leur synthèse de glycogène, même si le résultat final est le même. Chez les prokaryotes, les bactéries, le substrat pour la synthèse, c'est de l'ADP-glucose, donc le nucléotide qui va faciliter la réaction de polymérisation, c'est de l'ADP. Alors que chez les eucaryotes, elle fonctionne après avec de l'UDP-glucose. Et donc, on s'est posé la question de savoir, dans ce contexte-là, cette enzyme bactérienne, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et donc, on a fait 2 expériences pour répondre à ça. Une première expérience a été de cloner le gène de glycogène synthase de GLGA de Chlamydia trachomatis dans un plasmide d'expression de mammifères et de transfecter ce gène, donc demander à la cellule HeLa de fabriquer la protéine bactérienne. Et ce qu'on a observé quand on a marqué glycogène dans ces cellules transfectées, c'est qu'on avait une énorme accumulation de glycogène dans les cellules transfectées par rapport à celles qui n'étaient pas transfectées, ce qui signifie que
la protéine GLGA de clavicule matrice peut utiliser l'UDP-glucose comme substrat, puisque dans cet environnement eucaryote, il n'y aura pas d'ADP-glucose, à l'exception peut-être un peu dans les mitochondries, qui sont d'origine prokaryote, mais certainement pas pour faire ce niveau de synthèse. Et puis la deuxième chose qu'on a fait en collaboration avec Stephen Ball à l'Université de Lille, c'est de faire ce qu'on appelle un zymogramme, où on peut tester in vitro l'activité de glycogène synthase. Alors, à partir d'extraits de Escherichia coli, pour laquelle on avait délété le gène endogène GLGA, et on avait introduit soit GLGA de Chlamydia trachomatis, soit GLGA d'Escherichia coli. Et on voit que lorsqu'on ajoute de l'ADP-glucose ou de l'UDP-glucose, Chlamydia trachomatis est capable de synthétiser du glycogène, c'est cette tache brune ici, alors que l'enzyme d'Escherichia coli, elle n'est capable de fonctionner que sur de l'ADP-glucose. Alors, il ne faut pas faire attention à la taille de la tache. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une tache noire ici, alors qu'il n'y en a pas du tout ici. Comme attendu, l'enzyme coli n'est capable de travailler que sur de l'ADP-glucose. Donc, chlamydia, c'est un joli exemple de coévolution et d'adaptation à l'environnement, puisque l'enzyme de chlamydia a appris à travailler sur du ADP-glucose qui était présent dans son environnement. Du coup, ça suggérait aussi que, parce que je vous ai dit qu'il y a du sucre qui rentre, mais on a voulu essayer de déterminer quelle était la nature de sucre. Est-ce que c'est du glucose 1-phosphate, 6-phosphate, du DP-glucose, enfin, il y a plusieurs dérivés du glucose qui étaient susceptibles de pouvoir rentrer. Ça, cette expérience de voir que GLGA était capable de fonctionner sur le DP-glucose suggérait que ça puisse être ça qui soit importé simplement dans l'inclusion. Et pour tester cette hypothèse, on a fait une expérience où, par ce qu'on appelle l'interférence ARN, on peut diminuer l'expression d'un gène à volonté. Et ce qu'on a fait, c'est diminuer l'expression de ce gène UGP2, qui est donc l'UDP-glucose pyrophosphorylase, qui catalyse la réaction de transformation du glucose 1-phosphate en UDP-glucose. Donc, dans les cellules qui sont traitées pendant 2 jours avec un siRNA contre cette enzyme, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grande diminution de la coloration glycogène dans les inclusions, qu'on peut quantifier, ce qui suggère fortement qu'effectivement, c'est ce substrat qui est utilisé par les bactéries pour synthétiser le glycogène dans la lumière de l'inclusion. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est mais alors quel est le transporteur pour faire entrer cette UDP-glucose? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une molécule qui va pouvoir passer de façon passive à travers la membrane de l'inclusion. Et donc, en épluchant la littérature sur les transporteurs de sucre, on a eu de la chance parce qu'il y a beaucoup de transporteurs qui ont été identifiés du fait de leur séquence, mais souvent on ne connaît pas trop leur fonction. Il y en avait 2 qui avaient été bien caractérisés, en particulier celui-ci, LC35D2, pour lequel il y avait une documentation qui montrait qu'il était capable de transporter l'UDP-glucose, l'UDP-N-acétylglucosamine et le GDP-mannose. Donc on a obtenu une construction qui exprime cette molécule avec une étiquette HA. Et quand on regarde la localisation de cette molécule, on voit qu'elle est exprimée justement autour de l'inclusion où se développent les bactéries. Et on le voit mieux par une microscopie électronique, on a vraiment la définition qu'il faut pour voir que ces particules d'or qui marquent la présence de ce transporteur sont présents à la membrane de l'inclusion, ainsi que dans le réticule endoplasmique où il a le droit de se trouver. Donc finalement, le scénario auquel on était arrivé, c'est que les bactéries, d'une manière qu'on ne comprend pas encore, a permis de relocaliser ce transporteur qui normalement est présent au niveau de l'appareil de Golgi. Il l'a relocalisé à la membrane du compartiment où se développent les bactéries pour permettre l'entrée du DP-glucose qui est ensuite pris en charge par les enzymes bactériennes pour synthétiser du glycogène dans la lumière de l'inclusion. Plus tard dans le cycle, ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'autres enzymes qui, cette fois-ci, sont des enzymes de débranchement du glycogène qui vont être de nouveau sécrétées par les bactéries, toujours par un mécanisme de sécrétion de type 3, et qui vont permettre, à partir de ce glycogène, de relarguer du glucose qui lui-même est capté par les bactéries corps élémentaires pour refaire du glycogène. Alors, vous allez me dire, c'est bien compliqué tout ça. Pourquoi est-ce qu'on arrive à quelque chose aussi complexe? Ça, je pense que c'est vraiment le fruit un peu du hasard et de la nécessité, et le fait que finalement les choses se sont mises en place comme ça, et ça a permis à Chlamydia trachomatis de trouver un équilibre avec son environnement. Chlamydia trachomatis est la seule parmi les chlamydiés à accumuler autant de glycogène. Bon, probablement, elle a un avantage à faire ça. On ne comprend pas encore ce qu'il en est, mais le fait est qu'on a décrypté les mécanismes moléculaires par lesquels elle était capable de faire ça. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que
On a déjà évoqué le fait qu'être dans une vacuole, ça apportait un certain confort parce qu'on est éloigné des défenses à la fois extérieures et puis cytosoliques de l'hôte. Et ça, c'est un petit peu un nouveau concept qu'on a introduit, de se dire que finalement, ce compartiment-là aussi, il présente l'avantage de pouvoir permettre d'être un espace de stockage de molécules qui vont être inaccessibles maintenant à l'hôte, alors qu'elles sont accessibles aux bactéries. Et éventuellement, ça aussi, ça va contribuer à réduire les défenses de l'hôte, parce qu'on sait qu'un grand nombre des défenses de l'organisme nécessitent de l'énergie, et d'avoir déplacé ces stocks énergétiques à l'intérieur de la vacuole, c'est aussi probablement une des stratégies que la bactérie utilise pour affaiblir leur hôte. Alors on se rend bien compte que, simplement en regardant comme ça grossièrement ces images, il y a beaucoup de rose ici par rapport à ce qu'il y avait dans les cellules non infectées. Ce qui veut dire que globalement, non seulement elle piège le glycogène et le glucose de l'hôte, mais elle demande aussi à l'hôte d'en avoir plus, parce qu'il faut quand même alimenter et produire toute cette masse de glycogène dans l'inclusion. Et donc, une des questions qu'on se pose, c'est finalement comment est-ce que les bactéries arrivent à demander à l'hôte d'acquérir autant de glucose pour stocker leur glycogène. Et on sait qu'une des réponses était déjà connue dans la littérature. On sait que les cellules qui sont infectées expriment davantage du transporteur du glucose, ce qui va leur permettre d'apporter davantage de glucose circulant dans le milieu extracellulaire. Alors ça, c'est quelque chose qui avait déjà été publié. On l'a reproduit dans le laboratoire, et en particulier, on a voulu reproduire en utilisant ce qu'on appelle des cellules primaires. Alors, pour vous dire que la plupart des expériences que je vous ai montrées, c'est des expériences qu'on réalise sur des lignées cellulaires. C'est des cellules qui sont faciles à cultiver, qu'on a en abondance, et pas de problème d'alimentation. Mais souvent, on essaye aussi de regarder si les observations qu'on fait sur ces cellules, qui sont quand même des cellules assez particulières, souvent originaires de cancers identifiés à plusieurs 20 ou 50 ans, est-ce qu'elles sont aussi vraies quand on travaille avec du tissu frais, avec ce que l'on appelle donc des cellules en culture obtenues à partir de patients. Donc là, c'est ce cas par exemple de cette expérience, et on a une collaboration avec un hôpital parisien pour de temps en temps essayer d'obtenir ces cellules qui sont précieuses pour nous, mais bien sûr, on n'en a jamais beaucoup en quantité, donc on est obligé de travailler avec le type de matériel. Alors, je ferme la parenthèse juste pour vous montrer qu'effectivement, dans ces cellules de type primaire, on avait une très jolie augmentation. Donc ça, c'est des expériences qu'on fait en PCR quantitatif qui permettent de mesurer l'expression d'un gène particulier. Et quand on regarde par rapport à des cellules non infectées, les cellules infectées pendant 24 heures ou 48 heures ont une augmentation de l'expression du gène codant pour ce transporteur GLUT1 et pour un deuxième transporteur GLUT3 dont le job est de faire rentrer du glucose dans la cellule. Donc ça, c'était quelque chose qui était connu, et nous, ce qu'on essayait de comprendre, c'était mais comment est-ce que la cellule demande à ce transporteur d'être exprimé de façon plus abondante. Et on s'est beaucoup focalisé sur une grande littérature qui existe sur la régulation du transport du glucose concerne les cellules tumorales, parce que les cellules tumorales, elles sont comme les cellules infectées par chlamydia, elles ont aussi un besoin accru en métabolites pour soutenir leur prolifération. Et vraiment, il y a un parallèle qu'on peut faire, je pense, entre les cellules infectées par chlamydia qui ont besoin de plus de métabolites pour soutenir la prolifération bactérienne, et les cellules tumorales qui ont besoin de plus de métabolites pour soutenir leur propre prolifération incontrôlée. Et il y a un article qui était intéressant dans les cellules cancéreuses mammaires et montrait qu'une protéine qui s'appelle TG2, transglutaminase 2, était impliquée dans le contrôle de l'expression des transporteurs de glucose, donc dans les cellules tumorales mammaires. Et ça intéressait Benoît parce que pour d'autres raisons, il avait observé que dans les cellules infectées par chlamydia, on avait une augmentation de l'expression de cette protéine transglutaminase 2. Donc ça, c'est une expérience qu'on voit qui est faite en ce qu'on appelle la technique du Western blot, où avec un anticorps spécifique contre la protéine TG2, on peut regarder le niveau d'expression d'une protéine particulière, cellules non affectées, et puis comparer avec cellules affectées 1 jour ou 2 jours. Ici, toujours aussi par PCR quantitative, on peut aussi regarder le niveau d'expression du gène codant pour cette protéine. Bref, la transcription de cette protéine augmente, et donc en conséquence, le niveau d'expression de la protéine augmente dans les cellules infectées. Et donc on s'est dit, peut-être que de façon similaire à ce qui se passe dans les cellules mammaires, cette protéine est importante pour le contrôle de l'expression des transporteurs de glucose dans les cellules infectées par chlamydia. Et pour tester cette hypothèse, on a travaillé avec un chercheur canadien qui synthétise des inhibiteurs très spécifiques de l'enzyme transglutaminase 2. Donc il nous a fourni cet inhibiteur spécifique qui s'appelle le CP4D.
Et on a constaté qu'en présence de l'inhibiteur spécifique de l'enzyme, alors on perdait complètement l'augmentation de la transcription des transporteurs GLUT1 et GLUT3. Ce qui signifie qu'effectivement, TG2 est essentiel pour contrôler l'augmentation de la transcription de ce transporteur GLUT dans les cellules infectées. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur la transglutaminase, parce que ça devenait vraiment intéressant de continuer à poursuivre l'étude de cette enzyme. C'est une enzyme très complexe, avec plusieurs activités enzymatiques. Je vais vous parler seulement de son activité qu'on comprend mieux et qui nous intéresse, nous, pour la suite de notre étude, qui est une activité qu'on appelle de transamidation, et qui, en fait, consiste à la possibilité, donc TG2, elle est représentée en orange ici, elle va pouvoir créer des liaisons covalentes, donc des liaisons fermes, entre une protéine bleue ici, et plus particulièrement le résidu glutamine d'une protéine, et une protéine violette, et plutôt le résidu lysine d'une protéine violette. Et donc elle va faire des liens entre ces deux protéines, donc les deux protéines vont être ce qu'on appelle cross-linkées, c'est-à-dire liées de façon physique. Alors, si jamais il ne se trouve pas de protéine violette, en fait, il suffit d'une fonction amine présente à proximité. Donc, ça peut être une petite amine comme histamine ou sérotonine qui remplace la protéine violette. Et dans ce cas-là, on aboutit à la formation d'une ce qu'on appelle une modification post-traductionnelle, c'est-à-dire que la protéine bleue elle ressemble à la protéine bleue, sauf qu'elle a un petit bras en plus. Et en fait, ce genre de modification, c'est à la base de beaucoup de régulation dans des processus cellulaires. Et puis, s'il n'y a pas de fonction amine, alors l'eau peut finir la réaction. Et à ce moment-là, finalement, le résultat final, c'est qu'on a transformé une glutamine en glutamate. Donc, ça s'appelle une déamidation. Et donc, c'est un changement d'acide aminé qui peut aussi avoir des conséquences fonctionnelles importantes. Donc, l'enzyme transglutaminase 2, vous imaginez bien que cette capacité catalytique, elle est très forte, mais elle est très dangereuse pour la cellule. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une enzyme qui va être extrêmement régulée. Et en général, elle est inactive dans une cellule. Dans une condition basale, l'activité de TG2 qu'on peut mesurer est quasiment nulle. Elle va s'activer uniquement ponctuellement avec des stimuli très particuliers qui sont surtout l'influx de calcium et puis aussi des conditions réductrices. Et ça, donc, ça peut arriver de façon très locale, mais ça a été du coup impliqué dans pas mal de fonctions cellulaires différentes, en fait presque toutes les fonctions qu'on pourrait imaginer, et en particulier dans des pathologies comme le cancer où TG2 est très souvent surexprimé dans les cellules cancéreuses. Alors, dernier point un peu théorique, c'est que finalement, cette petite amine-là, on peut, nous, artificiellement la remplacer en fournissant dans le milieu extracellulaire une amine avec un groupement biotine, qui est un groupement pour lequel on a beaucoup d'approches biochimiques de détection. Et donc ça, c'est un petit truc expérimental qui va nous permettre en fait de marquer tous les substrats de TG2. On va être capable de marquer comme ça avec un résidu biotine toutes les protéines modifiées par TG2. Et aussi de mesurer l'activité de TG2 simplement en regardant le niveau d'incorporation de ce résidu. Et c'est ce qu'a fait Benoît dans cette expérience. Il a fourni la biotine patalamine, BP, comme substrat de TG2 alors, dans des cellules non infectées. Et ça confirme qu'on a très peu de signal ici. Donc ces deux bandes noires fortes sont les protéines qui naturellement sont biotinylées dans les cellules eucaryotes. Donc ça n'a rien à voir avec notre réaction, elles sont là toujours qu'on donne au nom de la biotine patinylée. Peu de signal dans les cellules non infectées. À l'inverse, quand on se retrouve avec des cellules infectées par chlamydia, là vous voyez que c'est très gris, ça veut dire que la cellule a incorporé beaucoup de cette sonde. Et cette incorporation, elle dépend de l'activité TG2, puisque lorsqu'on utilise des doses croissantes d'inhibiteurs de TG2, alors on perd la coloration grise. Donc ça montrait que, non seulement je vous avais dit tout à l'heure que TG2 avait une expression qui était augmentée au niveau du gène et au niveau de la protéine dans la cellule infectée, mais elle aurait pu être augmentée et rester inactive. Parce que je dis que pour activer la protéine, il nous fallait en plus un stimulus qui est un afflux de calcium. Et là, on voit qu'effectivement, dans les cellules infectées, il y a aussi une augmentation de l'activité. Et bien sûr, je ne vous parlerai pas de tout ça s'il n'y avait pas aussi des conséquences fonctionnelles sur les bactéries. Savoir que quand on infecte des cellules avec Chlamydia trachomatis en présence de l'inhibiteur de la transglutaminase 2, alors on constate que les inclusions sont réduites en nombre par rapport aux cellules non traitées et aussi en taille. Donc on a beaucoup moins de bactéries infectieuses à l'issue d'un cycle de développement lorsque TG2 est inactivé. Donc, ce qui veut dire que l'activité de TG2 est importante pour soutenir la croissance bactérienne. Alors ça allait bien avec notre scénario où on a montré que finalement TG2 était importante pour augmenter
l'expression des transporteurs de glucose, puisqu'on sait que le glucose est important pour la croissance des bactéries. Donc on s'est dit, si jamais on pouvait faire une sorte de prédiction, si effectivement TG2 est important pour l'adaptation des cellules à la concentration de glucose pour répondre à la demande bactérienne, alors dans ce cas-là, des cellules qui n'expriment pas TG2 devraient être un terrain moins propice au développement des bactéries. Et donc on a pu tester cette hypothèse en utilisant des fibroblastes de souris qui avaient été manipulés génétiquement par d'autres collaborateurs et qui n'exprimaient plus TG2. Donc, ce qu'on fait dans cette expérience, c'est qu'on utilise des cellules qu'on cultive dans les concentrations décroissantes, si on lit de droite à gauche, décroissantes de glucose, et puis on regarde 2 jours après combien de bactéries infectieuses on a obtenues à la suite d'un cycle de développement. C'est ce qu'on appelle les IFU pour Infection Forming Unit. Donc vous voyez que quand on est dans une condition de glucose abondant, on a un maximum de bactéries produites. Et puis quand on commence à devenir limitant en glucose, rapidement, on diminue le nombre de bactéries produites. Donc ça montre bien que Chlamydia trachomatis dépend complètement de la possibilité d'acquérir du glucose de son environnement. Ça, c'est ce qu'il y a dans des cellules qu'on appelle wild type, sauvages, qui expriment TG2. Quand on utilise des cellules qui n'expriment pas TG2, donc c'est issu de souris qui sont KO pour TG2, alors cette courbe est décalée vers la droite, ce qui veut dire que les bactéries s'en sortent beaucoup moins bien, même à des concentrations supérieures en glucose. Ça veut dire bien qu'elles ont du mal à s'adapter à la limitation de glucose. Et donc la possibilité de TG2 de contrôler l'expression des transporteurs peut rendre compte de cette observation. Et on pense que c'est une observation qui peut être pertinente dans les conditions physiologiques, puisqu'on ne sait pas exactement dans le tractus génital ou dans la conjonctivite de l'œil quelle est la concentration en glucose, mais enfin, dans le sérum, ça tourne entre 0,6 et 1 mg par ml, donc on est dans les concentrations où effectivement le glucose pourrait devenir limitant. Voilà, donc la première partie du travail de Benoît était de montrer que finalement, dans l'infection par chlamydia, on avait une augmentation de la transcription de cette enzyme TG2 qui était importante pour contrôler l'expression des transporteurs du glucose, qui eux-mêmes vont soutenir la prolifération bactérienne. On a décidé de ne pas s'arrêter là et de tirer parti du fait qu'on avait cette sonde pour permettre de marquer toutes les protéines qui sont biotinylées par TG2 lors d'une infection, pour essayer d'identifier ces protéines et de voir s'il y avait aussi d'autres raisons pour lesquelles TG2 pourrait soutenir l'affection bactérienne. Donc c'est ce qu'on a fait à l'issue de cette réaction de marquage avec la sonde biotinylée. Ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les protéines marquées par spectrométrie de masse. Et donc là, on avait une liste de 62 protéines qui étaient potentiellement modifiées par TG2 lors d'une infection par chlamydia. Alors parmi cette liste de 62 protéines, il y en avait 6 qui étaient déjà des cibles connues de TG2, donc ça c'est plutôt rassurant quand on fait de la recherche. On se dit, au moins on n'a pas trouvé que des choses bizarres, mais il y a des choses que d'autres personnes ont trouvées avant nous. Et puis pour ce qui est des autres, leur localisation ou leur fonction étaient compatibles avec ce qui avait été déjà décrit pour les cibles de TG2. Alors Benoît s'est intéressé à une de ces 62 protéines qui s'appelle GFPT. Et il s'est intéressé là-dessus parce que GFPT, vous allez le voir, est impliqué dans le métabolisme du glucose. Et évidemment, c'était notre thème central d'étude à ce moment-là. Alors, GFPT, ça code pour en fait glucosamine, fructose, 6-phosphate, amidotransférase. Je suis désolée pour ces noms un petit peu compliqués, mais en fait, c'est des enzymes qui sont nommées pour leur activité. Donc, en particulier, cette enzyme-là, qui est ici dans cette voie métabolique, elle va transformer du fructose 6-phosphate en glucosamine 6-phosphate. Ce qui est important de savoir, c'est que finalement, cette enzyme, elle est la première d'une voie métabolique qui s'appelle la voie de biosynthèse des hexosamines, qui aboutit à la formation de UDP-N-acétylglucosamine. Alors, l'UDP-N-acétylglucosamine, c'est une petite molécule qui est assez connue en biologie, qui sert à beaucoup de choses. En particulier, elle est très importante pour la glycolysation des protéines dans le réticulum endoplasmique et dans l'appareil de Golgi. Elle est très connue pour ça. Peut-être un peu moins connue, mais quand même important. Elle est aussi prise en charge par une autre enzyme qui s'appelle OGT, qui va l'utiliser pour faire des liaisons covalentes sur des sérines et des tréonines de protéines. Et donc ça va faire ce qu'on appelle encore une modification post-traductionnelle d'autres protéines. Et c'est une réaction qui s'appelle la O-N-acétylglycosylation. Je suis désolée, c'est un peu compliqué à prononcer aussi pour moi.
Voilà. Alors toujours est-il que finalement, ce qui est assez pratique pour nous, c'est que cette règle, donc nous on s'intéresse à ça si vous voulez, mais ça va, je vous ai dit c'était l'enzyme qui était régulatrice du flux, et donc le niveau d'activité de cette enzyme, elle contrôle complètement la concentration, enfin la fabrication du DP-N-acétylglucosamine, qui lui-même va réguler complètement l'activité de cette enzyme. Donc finalement, on peut utiliser cette modification post-traductionnelle comme ce qu'on appelle un readout en anglais, une lecture de l'activité de l'enzyme qui est en amont. Et donc, pour voir si effectivement cette enzyme avait vraiment quelque chose à voir avec TG2, ce qu'on a essayé de faire dans cette expérience, c'est de s'affranchir du contexte infectieux, de ne plus être avec des cellules infectées, mais être avec des cellules pour lesquelles on induisait l'activation de la transglutaminase 2 en traitant les cellules avec un ionophore du calcium, l'ionomycine, qui va être une façon artificielle d'augmenter la concentration en calcium dans les cellules. Et ce que je vous ai dit, c'est que l'enzyme TG2 elle est complètement régulée par la concentration en calcium. Donc si on augmente la concentration en calcium, on doit augmenter l'activité de TG2. Et ce qu'on s'est posé comme question, c'est quand on fait ça, est-ce qu'on a des conséquences sur ce flux métabolique et donc sur cette modification? Donc pour ça, on achète un anticorps commercial contre la modification au acétylglucosylation. Et on voit qu'effectivement, dans les cellules où on a traité avec deux concentrations d'ionomycine différentes, on a une forte augmentation du signal de la modification. Donc ça voulait bien dire qu'on était sur la bonne voie. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette réaction, elle est bien dépendante de l'activité de TG2, puisque quand on traite les cellules avec un inhibiteur de cette enzyme, alors on perd complètement, enfin, largement le signal dû à l'afflux de calcium. Donc finalement, le résumé de cette observation, c'est qu'on a découvert que TG2 l'activation de TG2 entraînait une modification par transamidation de cette enzyme GFPT qui elle-même va modifier le flux de synthèse des exosamines et va augmenter la synthèse du DP-N-acétylglucosamine et en conséquence le niveau global de N-acétylglucosylation. Et la raison pour laquelle ça c'est intéressant, c'est qu'en fait on sait que parmi les différentes molécules qui vont porter cette modification, les facteurs de transcription sont vraiment une catégorie prominente des cibles de l'enzyme qui effectue cette modification. Et je vous ai dit que TG2 était activé dans beaucoup de cancers. Et donc on est en train de regarder dans le laboratoire si ce lien qu'on a découvert entre l'activation de TG2 et cette modification pourrait être pertinent dans des contextes différents des contextes infectieux également, mais par exemple dans un contexte de tumorigenèse, si on a une augmentation effectivement de facteurs de transcription qui eux-mêmes pourraient, modification de facteurs de transcription qui pourraient contribuer au processus de tumorigenèse. Alors, si vous avez suivi jusqu'à présent, vous allez me dire « Ah, mais vous avez montré que l'infection par chlamydia augmentait l'activité de TG2, donc dans les cellules infectées, on doit aussi avoir une augmentation sans avoir besoin de calcium, de ionophore, etc. On devrait naturellement avoir aussi une augmentation du DP-N-acétylglucosamine. Qu'en est-il en Western blot? Eh bien, grosse surprise pour mon étudiant et pour moi-même, et on a refait 3 fois la manip, on ne voit pas du tout d'augmentation de la modification par l'infection, par chlamydia. Donc tout se passe comme si d'avoir ces bactéries dans les cellules, même si on est vraiment très sûr que ça augmente l'activité TG2, ça n'augmente pas la concentration de ce métabolite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vérifié. En fait, cette fois-ci, en revenant avec l'induction de calcium, on vérifie que quand on fait l'induction calcium, alors on retrouve une augmentation du signal de la modification dans les cellules non infectées. Et vous voyez que dans les cellules affectées, on perd ça. Donc clairement, l'infection empêche l'accumulation de ce métabolite. Alors évidemment, on s'est dit, ben, oui, mais peut-être est-ce parce que chlamydia elle-même utilise ce métabolite et du coup, il ne s'accumule pas. Et évidemment, l'UDP-N-acétylglucosamine, il est aussi connu dans le monde prokaryote, en particulier alors pour la synthèse du LPS, mais aussi en particulier pour la synthèse du péptidoglycane, qui est un constituant essentiel de la paroi. Alors chlamydia, qui ne fait jamais les choses comme les autres, n'a pas vraiment de paroi de peptidoglycane, mais utilise quand même du peptidoglycane pour sa division, pour la division cellulaire. Et donc, on a testé l'hypothèse que l'UDP-N-acétylglucosamine puisse contribuer à la croissance des bactéries au niveau de la division
en mesurant le diamètre moyen des bactéries dans les cellules contrôle ou dans les cellules où, par interférence ARN, on avait diminué la quantité d'expression de la protéine GFPT et donc, en conséquence, je vous l'ai expliqué, le niveau d'expression de synthèse du DP N-acétylglucosamine. Et on observe qu'il y a une augmentation du diamètre moyen des bactéries dans les cellules traitées avec le cRNA contre GFPT, ce qui vraiment soutient notre hypothèse que cette UDP N-acétylglucosamine, alors soit lui, soit des dérivés de ce métabolite, sont utilisés par les bactéries pour leur division. Et en lien avec ça, on observe que dans les cellules qui sont donc privées de GFPT, on a une forte diminution aussi de la production de particules infectieuses après un cycle de développement. Voilà. Donc pour résumer, compléter le schéma que je vous ai montré, la deuxième fonction de l'augmentation de l'activité de TG2 au cours de l'infection, ça va être aussi une réaction de transamination sur une enzyme de l'hôte qui va permettre d'augmenter la synthèse du DP N-acétylglucosamine, dont on pense que dans le cas de l'infection par chlamydia, c'est un métabolite qui va être aussi rentré dans l'inclusion. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que ce métabolite, je ne sais pas si vous vous souvenez la partie LENA du séminaire qui montrait l'entrée du DP-glucose via un récepteur qu'on appelait SL35D2. Ce transporteur, il est aussi capable de transporter l'UDP N-acétylglucosamine. Donc c'est peut-être lui aussi qui est capable de faire rentrer ce métabolite, qui aussi va soutenir la division bactérienne. Donc, comme je l'ai évoqué, une des conséquences aussi de ce travail qu'on est en train d'explorer, c'est de regarder s'il y avait cette découverte d'un lien entre TG2 et la N-acétylglucosylation pourrait avoir une pertinence dans d'autres contextes infectieux, en particulier dans certaines cellules cancéreuses, et on est en train de regarder ça dans les cellules de cancer ovarien. Et puis, d'une manière générale, c'est aussi une idée d'essayer de cibler, de trouver de nouvelles approches anti-chlamydia en ciblant finalement leurs besoins métaboliques, puisque effectivement c'est joli la coévolution et la réduction génomique, mais c'est peut-être aussi un talon d'Achille pour les bactéries qui font, comme je vous l'ai dit, complètement dépendantes de leur hôte, et donc il y a peut-être des fonctions métaboliques qui ne sont pas si essentielles à l'hôte qui vont pouvoir permettre de développer des nouveaux agents anti-chlamydia. Voilà, je vais finir en remerciant bien sûr tous les membres de mon équipe. Donc j'ai évoqué surtout le travail de Benoît présent ici, puis Léna avait quitté déjà le laboratoire. On a bénéficié d'une collaboration avec Marianne Matando pour la protéomique, et j'ai évoqué la collaboration avec Stephen Hall à Lille et avec Jeffrey Keller à l'Université d'Ottawa. Et bien sûr, je remercie aussi tous les soutiens financiers qu'on a pu recevoir pour développer ce travail. Et je serai très contente de répondre à vos questions maintenant avec Philippe.